Bonjour à tous. Alors, j'ai la chance de pouvoir ouvrir aujourd'hui la série de colloques chez Suisse Topo qui a lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin avril. Donc, je vous invite également et profite de ce moment pour vous inviter à aller regarder en ligne sur le site de Suisse Topo les différents colloques qui vont avoir lieu. Et puis évidemment, en cette saison un peu particulière, les colloques Suisse Topo ont tous basculé en ligne. Donc voilà la raison pour laquelle on a la chance à la fois en étant en ligne de pouvoir justement peut-être avoir plus de personnes qui pourront suivre ces colloques. Je pense notamment à nos amis des cantons qui sont pas forcément proches de Berne et de Wabern. Et donc, je remercie déjà tous les gens qui se sont inscrits aujourd'hui, puisqu'on a eu plus de 150 inscriptions, ce qui nous fait très plaisir de pouvoir, grâce à un colloque en ligne, pouvoir atteindre un nombre autant élevé de personnes. Par contre, en termes de format du colloque, ce qui va se passer, c'est qu'on va garder les formats traditionnels, c'est-à-dire qu'on aura un certain nombre de présentations qui seront faites à la fois en français et en allemand. Donc, chaque intervenant parlera dans sa langue et on a essayé d'équilibrer au mieux ça. Ce qu'on a également fait pour faciliter la compréhension, c'est que la majorité des slides seront traduits à la fois en français et en allemand. Donc, ils seront assez touchus, les slides, mais je pense que ça améliorera aussi la compréhension pour tout le monde. En parlant maintenant de la langue et du son, je vais juste mettre quelques minutes ce slide qui vous permet à ceux qui sont connectés, notamment sur le réseau de la Confédération via WebEx sur leur browser et qui ne m'entendent toujours pas, de pouvoir aller activer le son. Donc, il y a une explication ici qui vous permettra de comprendre comment l'activer. Et pendant que les gens font cette manipulation, je vais en profiter peut-être déjà pour introduire les présentateurs de ce colloque. Donc, on a ici une grande partie de l'équipe du Swiss Territorial Data Lab qui est présent, avec tout d'abord les 4 data scientists que sont Nils Hamel, Uriel Reichel, Alessandro Serocini et Adrien Meyer. On a aussi également un professeur de data science à l'Institut de géomatique de la Fachhochschule Nordwestschweiz, qui est Denis Jordan, et puis également un représentant des partenaires cantons avec Laurent Nigler, qui est également le géomètre cantonal à Genève. Voilà. Alors, j'espère que les problèmes de son sont résolus pour tout le monde, donc on va passer à la suite. Alors d'abord, l'objectif aujourd'hui de ce colloque est vraiment d'essayer de partager avec vous nos connaissances et les projets qu'on a commencé à faire dans le domaine de la science des données. C'est quelque chose, c'est un buzzword dans lequel personnellement, moi j'aime bien le terme science des données. Par contre, les journalistes, la presse parlent plutôt d'intelligence artificielle avec toutes les craintes et les peurs qu'il y a derrière. Les gens plutôt techniques parlent de machine learning ou deep learning, voire de réseau de neurones. Et donc aujourd'hui, notre objectif est un peu de vous montrer ce qu'on fait dans le monde de la géomatique en lien avec cette science des données et gestion aussi de gros volumes de données. Et puis, qu'est-ce qui nous différencie, puisqu'il y a de nombreux projets qui s'adressent à ça. En fait, on a deux parts importantes dans notre approche. La première consiste à faire de la co-création, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble des partenaires qui travaillent ensemble de manière interdisciplinaire. Donc, c'est pas, par exemple, Suisse Topo, le canton de Genève, qui vont mandater une entreprise privée ou un académique pour résoudre un certain problème. C'est vraiment un certain nombre d'acteurs qui se sont mis ensemble et qui co-créent pour résoudre des problèmes du terrain, qui est aussi la deuxième aspect important de notre approche, c'est-à-dire qu'on essaie de résoudre des problématiques très concrètes de nos partenaires et surtout de pouvoir les répliquer. Un exemple qui sera présenté par la suite par Nils et Uriel, par exemple, c'est pour la détection de changements sur des données du cadastre, où là on a d'abord commencé à travailler avec des données du canton de Turgovie et très rapidement on a été voir qu'est-ce qui pouvait être fait et comment ça pouvait être répliqué sur le canton de Genève.
Alors voilà pour notre objectif et du coup ça me mène à un peu notre créneau qui est le suivant, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc on s'est mis un certain nombre de partenaires qu'on souhaite évidemment étendre par la suite et Laurent on reparlera pour vous expliquer ensuite comment vous pouvez collaborer avec nous. Et au départ, donc ce Swiss Territorial Data Lab consiste à une approche dans laquelle on a 3 cantons partenaires, le canton de Genève, le canton de Neuchâtel et le canton de Thurgovie. On a ensuite 2 offices fédéraux, donc l'Office fédéral de la statistique, ou le BFE, Bundesamt für Statistik, et Swisstopo. Et on s'appuie aussi également sur l'expertise de 2 autres écoles, la Fachhochschule Nordwestschweiz à Muttenz et l'Université de Genève. Ensuite, donc pour l'agenda de ce matin, l'idée est d'avoir à peu près 45 minutes de présentation. On a essayé de varier les présentateurs pour évidemment en ligne que il y ait un certain rythme. Et puis, ce que je vous propose également comme règle de fonctionnement, c'est que vous pouvez sans autre et à tout moment poser vos questions dans le chat. Je m'occuperai de regrouper ces questions et à la fin des présentations, je reprendrai toutes les questions qui seront survenues et je les poserai à nos orateurs qui sont en majorité présents ici dans la salle avec moi. Donc n'hésitez pas à tout moment de poser des questions dans le chat qui m'arriveront. Donc en termes d'agenda, on a le suivant. D'abord, on va vous présenter ce qu'on a fait, ce qu'on a cherché concrètement à résoudre pour nos utilisateurs, à la fois en termes de détecter les changements sur les données de la mensuration officielle et également de pouvoir mettre à jour les registres d'épiciers. Ces 2 cas seront présentés par nos 4 data scientists. Ensuite, on aura, et Denis Jordan aura le défi d'essayer d'expliquer ce qu'est les réseaux de neurones, puisqu'une mission aussi de notre Swiss Territorial Data Lab consiste à partager la connaissance et essayer de peut-être vulgariser certains aspects techniques de solutions qui sont utiles et qu'on applique dans le cadre de ce projet. Et puis, on va également vous faire une présentation, puisqu'on a une ambition dans ce Swiss Territorial Data Lab de développer une plateforme accessible à tous, qu'on appelle une plateforme 4D, puisqu'on a aussi la notion de temps, et on vous présentera les premiers résultats de cette plateforme. Ensuite, ce que je voulais encore vous donner comme information, donc on aura Laurent qui reprendra ensuite la main pour vous expliquer comment vous pouvez interagir et travailler avec nous. Et finalement, je reprendrai pour vous parler des perspectives et des projets futurs qu'on a prévu de faire. Voilà, donc pour les questions, encore une fois, n'hésitez pas à y répondre, à envoyer vos questions dans le chat au co-animateur. Donc je suis la personne co-animateur de ce WebEx et vous pouvez sans doute m'envoyer les questions. Alors, je vous remercie et sans attendre, on va passer à la première présentation et je vais demander à Niels et Uriel de venir ici pour parler. Bien, bonjour à tous. Donc nous allons, dans cette première présentation des résultats, nous focaliser un petit peu sur des résultats que nous avons obtenus pendant ces premiers mois de recherche au sein du STDL. Donc, au-delà de la présentation des résultats, ce qui nous intéresse aussi, c'est que nous sommes à la recherche d'un certain nombre de cas d'application pour ces résultats qui concernent les différents métiers qui sont liés à la surveillance du territoire. Donc, le cadre de ces recherches sont ici les données du cadastre, donc les données interlices. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, plus que le cadastre, ce sont les différents états sauvegardés du cadastre au cours du temps. Et surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les informations que l'on peut extraire entre ces modèles et non pas dans les modèles eux-mêmes. Et ces informations, on peut les mettre sous la forme de ce que nous avons appelé les modèles de différence. Et ces modèles de différence sont une méthodologie, un outil qui permet de comprendre l'évolution du cadastre. Donc, Ils ont cliqué, je pense. où ça ? Donc, nous avons pour l'instant dégagé 2 grandes perspectives qui nous paraissent intéressantes. Donc, en premier lieu, ces modèles de différence sont un outil qui peut être mis à la disposition des gens qui sont utilisateurs du cadastre, c'est-à-dire des gens autour de la mensuration qui vont utiliser le cadastre et qui pourraient être intéressés non pas à explorer le contenu du cadastre, mais à explorer la manière dont le cadastre évolue dans le temps et de pouvoir visualiser les changements qui se produisent au sein du cadastre.
Et la deuxième perspective qui nous paraît intéressante, c'est de voir ces modèles de différence comme étant finalement un outil qui pourrait être mis à la disposition des cadastres eux-mêmes et qui pourrait servir d'un retour d'expérience, d'une analyse dont la manière dont le cadastre va évoluer au cours du temps. Für die erste Perspektive, die Idee ist ein Werkzeug, die dem Kadaster helfen wird. Die Idee ist, dass es wird zusätzlich zum Kadaster arbeiten. So am Ende haben wir einfach eine Hilfe. Dann das Ziel ist, dass die Benutzer die Unterschiede durch Zeit und Raum verstehen können. Und das muss man und das müssen die Benutzer so einfach wie möglich machen. Das muss wirklich user-friendly sein. Hier haben wir ein Beispiel. Das sind zwei verschiedene Daten. Das ist Hinterlist, Entschuldigung, von zwei verschiedenen Zeiten, die wir in unsere Plattform injizieren haben. Und dann könnten wir uns fragen, was sind die Unterschiede hier in diesen zwei Modellen? Wie können wir finden, wo diese Unterschiede sind, wenn es welche gibt? Mit Visualisierung wird es wirklich schwierig zu finden. Und dann, was brauchen wir, ist ein drittes Modell, das die Unterschiede zeigen wird, markieren wird. Und das ist, was wir in unserer Plattform haben. Zum Beispiel hier haben wir dann ein drittes Modell, das die Unterschiede zeigt, markiert. Und dann können wir diese Daten, mit dieses Modell Analysen machen, visualisieren, Zoom-in, Zoom-out machen. Wir könnten zum Beispiel hier ein Zoom-in machen, könnten wir kleine Unterschiede sehen in ein paar Gebäude. Und was auch interessant hier ist, dass Daten, die nicht geändert haben, grau bleiben. Wieso kann man noch ein bisschen Kontext haben und wirklich wissen, was wirklich geändert hat oder nicht geändert hat? Wir haben auch ein Video, ein Beispiel. Das ist Interlist auch von Thurgau. Und das ist das Modell mit den Unterschieden. Und dann wir können da immer die markieren, teilen, Zoom-in machen, Zoom-out machen und noch einmal mit den einzigen Daten vergleichen. Die alten Daten, die neuen Daten, die zwei Zeiten immer hin und her gehen. Und noch einmal für die Unterschiede des Modells. Wir können auch ein Direktbeispiel haben. Das ist wie die Direktzahlungen, die die Landwirte bekommen aus der Bund. Das kann wirklich ändern mit Zeit, weil die Landwirte bekommen Geld direkt aus der Bund. Und das hat auch zu tun mit, wie größer die Länder wirklich sind. Und dann müssen wir diese Daten immer aktualisieren und dann mit unserer Plattform ist es wirklich einfacher, diese Änderungen, diese Unterschiede zu finden und die Daten noch einmal aktualisieren. Alors, pour illustrer la deuxième perspective, nous allons prendre cette fois-ci des modèles qui sont nettement plus éloignés dans le temps et voir comment, en jouant sur ce paramètre d'éloignement des modèles qui sont comparés, dont on extrait les différences finalement, comment ces modèles peuvent se mettre à la disposition du cadastre dans le sens où non seulement, lorsque l'on augmente le temps de comparaison entre les deux modèles, on voit les mises à jour, mais on voit aussi tout un tas de transformations qui se sont opérées sur le cadastre lui-même et qui permet d'avoir un point de vue intéressant, un retour d'expérience sur ces données. Donc, pour cette deuxième perspective, nous avons choisi cette fois-ci de nous focaliser sur le canton de Genève. Donc, vous avez ici deux modèles interlistes du canton de Genève qui sont cette fois-ci séparés de façon plus importante dans le temps. Donc, il y a 2 ans qui se sont écoulés entre ces deux versions du cadastre interliste. Et de la même manière que précédemment, il est extrêmement difficile d'en extraire de l'information étant donné que ces deux modèles s'entrechoquent d'un point de vue géographique et qu'il est difficile de les comparer. Et c'est là où ces modèles de différence peuvent offrir un outil et permettre de calculer ce genre de représentation sur lesquelles on voit essentiellement 2 choses. C'est-à-dire la première, c'est qu'il y a beaucoup plus de différences qui apparaissent et c'est assez logique étant donné que le temps qui sépare ces deux modèles est bien plus important.
important. Mais on voit aussi quelque chose d'intéressant, ce sont des zones d'accumulation de différences. On voit un certain nombre de zones où les différences semblent être surreprésentées. Et pour comprendre un petit peu ce résultat, nous nous sommes adressés au SITG, qui nous a envoyé cette carte, et sur cette carte, il nous indique qu'en fait, entre 2017 et 2019, donc, qui sont les deux modèles que l'on compare, il y a eu un certain nombre d'ajustements du cadre de référence qui ont été faites sur un certain nombre d'endroits et de zones du canton de Genève. Et on voit que ces zones qui sont sur cette représentation sont des zones qui correspondent effectivement à ces zones d'accumulation des différences que l'on voyait sur le modèle des différences. Donc on voit comment ces modèles arrivent à faire remonter de l'information qui était préalablement difficile d'accès. Donc si on se concentre un petit peu sur ce modèle de différence de Genève, on voit entre guillemets deux grands types d'évolution du cadastre. Donc vous avez d'abord d'une part à gauche une évolution que l'on pourrait qualifier de standard, dans le sens où il s'agit simplement d'une accumulation de mises à jour qui sont faites en fonction des nécessités, mais avec le fond du cadastre, lui, qui reste identique au cours du temps. Et nous avons à droite un autre exemple intéressant qui est justement une de ces zones qui a été assujettie à ce changement de cadre de référence, et on voit que l'ensemble des éléments du cadastre sont marqués comme étant une différence, parce qu'effectivement, toutes les coordonnées ont été légèrement corrigées sur ces zones. Et si on se concentre sur ces zones à fort changement, on peut aller un petit peu plus dans les détails et vraiment zoomer sur les éléments du cadastre, et on peut remarquer un certain nombre de choses intéressantes qui sont que un certain nombre d'éléments du cadastre semblent avoir échappé à ces transformations. Et ce qui est intéressant ici, on a l'exemple de Carouge qui est à gauche, on a l'exemple de la rive gauche de Genève qui est aussi une zone qui a été assujettie à ces changements de coordonnées. Et on voit que ces modèles de différence nous permettent de voir ces éléments qui semblent avoir échappé à ces corrections de coordonnées. Et on voit comment ces modèles de différence sont finalement un point de vue intéressant, qui sont capables de nous montrer tout un tas de phénomènes qui se passent non pas dans le cadastre, mais dans son évolution. Et on voit aussi un phénomène assez intéressant, c'est qu'on comprend que le cadastre, en plus d'être un modèle complexe, c'est aussi un modèle qui a une évolution complexe. Et là où ces modèles de différence peuvent apporter un point de vue et un outil intéressant pour comprendre cette évolution. Donc pour conclure cette présentation, il y a quelques points qui nous paraissent importants d'être soulignés. La première des choses et la plus importante des choses, c'est qu'il nous paraît très important de conserver l'historique du cadastre, c'est-à-dire que ces versions du cadastre à travers le temps sont quelque chose d'important, parce que ces modèles de différence démontrent en fait qu'on peut non seulement extraire de la richesse qui existe entre ces modèles, mais qu'on arrive aussi à la représenter d'une façon qui est pertinente pour des utilisateurs et au travers desquels on peut voir tout un tas de phénomènes. On peut imaginer aussi que ces modèles de différence pourraient être vus comme une couche supplémentaire apportée au cadastre, un outil de plus apporté au cadastre, que ce soit pour les utilisateurs du cadastre, mais aussi pour les cadastres eux-mêmes. Et ce qui ressort aussi d'un certain nombre de discussions que nous avons eues avec des utilisateurs qui utilisent régulièrement le cadastre, c'est que nombre d'entre eux sont en fait très intéressés non pas par le contenu du cadastre, mais par l'évolution de ce contenu. Et on voit que, à notre avis, il nous paraît assez évident que ces modèles de différence peuvent apporter des outils importants à tout un tas d'acteurs autour de la mensuration. Donc nous allons maintenant passer la parole à Alessandro et Adrien qui vont vous présenter le deuxième cas d'étude. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter un deuxième cas d'usage de la data science que nous avons présenté jusqu'à présent, qui porte donc sur la détection de piscines à partir de photos aériennes. Je commence par quelques éléments de contexte. Donc, comme vous le savez déjà très bien, toute piscine fixée durablement au sol doit être cadastrée. Et d'un point de vue métier, on se préoccupe, on a le souci, et il est souhaitable que le cadastre des piscines soit juste, c'est-à-dire que toute piscine fixée durablement au sol devrait y figurer, et rien d'autre en fait, aucune autre piscine qui aurait été potentiellement détruite et qui ne serait donc plus d'actualité. La solution que nous proposons ici, qui est basée sur la data science, consiste à essayer de détecter les piscines à partir des photos aériennes.
Je précise que c'est une méthodologie, une approche qui cherche à faciliter, automatiser, rendre plus simple la mise à jour des informations cadastrales, qui ne pas non plus qui ne pas se mettre à la place ou remplacer les méthodes plus traditionnelles. Au contraire, que cette méthodologie se propose de capitaliser sur les acquis, sur les données de référence pour les généraliser et pour tenter des prédictions, des inférences sur des secteurs, des zones, des nouvelles constructions ou simplement pour essayer de repérer quelques coquilles et quelques erreurs dans les données de référence. Donc, en quelques mots, donc en bref, l'idée consiste à capitaliser, donc à utiliser des images annotées, segmentées par des données de référence, des données qu'on appelle de vérité terrain, donc les données existantes dans le registre des piscines, pour aller prédire, pour aller trouver, repérer des objets, des piscines, sur d'autres images, voire sur des images captées, collectées, acquises dans le cadre d'autres campagnes d'acquisition. Les étapes principales de ce type d'approche sont trois. Donc, on commence par préparer les données, c'est-à-dire donc les orthophotos segmentées avec les données vérité terrain. On va par la suite entraîner un réseau de neurones, et c'est là vraiment le socle, la brique deep learning de cette méthodologie. En l'occurrence, on utilise des méthodologies de réseaux de neurones convolutifs. Et pour terminer, on va évaluer les résultats. Donc, on va comparer les prédictions par rapport aux données que nous connaissons déjà, les données vérité terrain, afin de pouvoir compter les vrais positifs, donc les détections correctes, les faux négatifs, donc les prédictions, les piscines qui ne sont pas repérées, détectées par l'algorithme, et les faux positifs, donc les éventuelles nouvelles piscines qui n'existeraient pas en base de données. Et c'est une méthodologie, un mécanisme assez itératif où, donc, entre l'étape de deep learning et l'évaluation, en fait, on fait des allers-retours afin d'améliorer la qualité et la réalité de cette approche. Et parfois, on a aussi besoin de revenir en fait arrière jusqu'à la première étape de préparation de données, parce qu'on s'aperçoit on pourrait avoir dans les données d'entrée des informations fausses, et donc il faut mieux éviter de fournir à une intelligence artificielle. Jusqu'à présent, nous avons tenté l'entraînement sur un extrait des orthophotos 2018 du canton de Genève, donc un jeu de données qui a une taille de à peu près 280 mégaoctets, donc un petit jeu de données, segmenté avec les polygones venant du cadastre des piscines. Et sur la base de cet entraînement, nous avons réalisé des prédictions sur tous les cantons. Nous avons également entraîné un modèle sur des données de référence fournies par les cantons de Neuchâtel, un tout petit jeu de données de à peine 20 mégaoctets d'images segmentées là aussi avec les données vérité terrain, et ensuite nous avons réalisé des prédictions sur tous les territoires. Et nous avons aussi tenté la prédiction sur les cantons de Neuchâtel en utilisant un modèle qui avait été entraîné au préalable sur Genève. L'idée étant de pouvoir transférer effectivement le modèle, l'algorithme n'est pas au courant du fait que les images viennent de Genève, de Neuchâtel ou ailleurs. En fait, on va lui apprendre à détecter des objets des piscines. Du moment que la résolution est comparable, on peut facilement transférer les acquis. En termes de résultats, donc on peut dire que oui, la détection des piscines à partir de photos aériennes est possible, pas seulement quand la piscine est un objet tout bleu avec une forme traditionnelle, et donc les piscines que nous aussi, êtres humains, n'aurions aucune difficulté à repérer, mais aussi des piscines qui sont couvertes par des bâches, etc. Les résultats dépendent très fortement de la qualité des données d'entrée, beaucoup plus que du volume, de la quantité de données d'entrée. Et comme résultat, donc, on parvient à suggérer
aux experts métiers l'ajout, voire la suppression d'objets dans les registres officiels, désolé, et avec un niveau de confiance objectif. Donc là, je passe la parole à Adrien qui va vous présenter des exemples de nos premières réalisations. Danke, Alessandro. Ich möchte Ihnen ein bisschen das aus der Perspektive eines möglichen Nutzers näher bringen, wie diese Daten sozusagen verwendet werden können. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot aus einem üblichen GIS-System und die Detektionen, die unser Algorithmus hierbei hervorgebracht hat, sind als kleine Polygone, als Segmente auf diesem Orthofoto zu sehen. Das Unterteilungsraster zeigt im Prinzip an, welche Fläche auf einmal begutachtet wird, und auf dieser Art von GIS-Layer können dann zum Beispiel alle falsch positiven, alle richtig positiven oder alle falsch negativen gezählt werden. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben, wie das aus Nutzersicht dann wirken kann. Wir haben hier links einen Swimmingpool entdeckt, ein falsch positives Ergebnis, das sozusagen im Kataster noch nicht verfügbar war oder noch nicht verzeichnet, aber auf dem neuesten Luftbild zu sehen. Da stellt sich dann natürlich die Frage, soll das künftig ins Kataster aufgenommen werden? Das müsste jemand natürlich noch schön digitalisieren, dass es dort reinpasst. Rechts haben wir ein falsch negatives Ergebnis. Das heißt, hier ist ein Schwimmbad im Kataster verzeichnet, aber es gibt anscheinend noch keines. Also es gibt scheinbar wirklich keines. Also hier müsste das Kataster insofern geändert werden, ja, dass hier ein Schwimmbad verzeichnet ist, auf dem neuesten Luftbild aber nicht zu sehen ist. Es hat hier gewisse Werte, der sogenannte F1-Score, den das Sie in der Mitte lesen können. Das ist eine Art Mittelmaß aus Hersteller- und Nutzergenauigkeit. Und für unser Genfer Modell haben wir einen größeren Datensatz trainiert als für das Neuchâteler Modell. Deshalb hat das Genfer Modell bis jetzt einen etwas höheren F1-Score erreicht. Zwei weitere Beispiele, die halt auch die Limitationen dieser Technologie aufzeigen können. Das wäre jetzt links ein falsch positives Ergebnis. Das heißt, der Detektor hat hier angeblich ein neues Schwimmbad gefunden, was noch nicht im Kataster verzeichnet war. Wenn man das jetzt objektiv betrachtet, ist es vermutlich eine Halle oder ein Treibhaus. Es ist von der Größe her, von der Farbgebung ungefähr ähnlich. Das heißt, hier müsste man auf diesen Schwellwert dann vertrauen, den Confidence Score, der mit den Detektionen mitgeliefert wird, der hier bei ungefähr 74% liegt. Und dann kann man sagen, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das halt auch kein Swimmingpool. Rechts ein Schwimmbad mit einer ungewöhnlichen Form, das der Detektor auch schlicht übersehen hat. Also diese Art von Falsch-Negativen gibt es genauso. Jetzt, was bedeutet das in Zahlen für ein Kataster? Das ist jetzt ein bisschen viel Text, aber im Prinzip ist es relativ einfach. Es gibt 4.675 verzeichnete Swimmingpools im Kanton Genf. Wenn man das jetzt mit diesem Raster verschneidet, sind einige Swimmingpools von diesem Raster zerschnitten. Das heißt, sie sind mehrfach vorhanden. Da sprechen wir also von einer Grundgesamtheit von 5.600 Swimmingpool-Flächen, die wir rein theoretisch detektieren können. Und wenn man jetzt einen konservativen Confidence Score als Schwellwert annimmt von 95%, dann fehlen 679 Schwimmbecken im Kataster. Wenn wir das Umgekehrte machen und unseren Detektor laufen lassen mit einem sehr, sehr niedrigen Schwellwert. Das heißt, wir entdecken viel mehr Objekte, die eigentlich keine Schwimmbäder sind, aber dann sind im Kataster immer noch 10% zu viele Schwimmbäder verzeichnet, die es also so gar nicht gibt, vermutlicherweise. Das muss natürlich jedes immer für sich verifiziert werden. Dass das kein Allheilmittel ist, zeigt sich anhand diesem Slide. Wir haben das Genfer Modell ohne spezielle Anpassung auf den Neuenburger Jura übertragen. Das ist jetzt kein Fall, der so wirklich auftreten würde, weil natürlich in dieser Art von
von Gebiet jetzt keine großartigen Swimmingpools zu erwarten sind. Aber man sieht hier, dass der Detektor Schneefelder als Swimmingpools erkennt. Das war jetzt in der ersten Iteration vom Modell, da sind besonders die roten fallen auf, die haben nämlich einen Confidence Score von über 95%. Das heißt, die wären nachher als positive sozusagen auf Nutzerseite sichtbar. In einer zweiten Iteration, wo wir nur auf Neuenburger Daten trainiert haben, das heißt, der Algorithmus hat auch einmal Schnee gesehen und gelernt, das ist kein Swimmingpool, fällt kein einziges mehr von diesen Schneefeldern in diese Kategorie von über 95%. Das sind also diese Grünen sind noch übrig geblieben hierbei. Mit jeder Iteration, in der wir mehr Daten und bessere Daten hier einpflegen, wird auch der Detektor besser. Wie fahren wir jetzt fort mit dieser Art von Technologie? Also ganz konkret auf die Swimmingpools wollen wir die Basisdatensätze, die wir für Genf und Neuenburg haben, poolen. Das heißt, zusammenführen und einen neuen Algorithmus schaffen, der sozusagen in der Lage ist, beide Kantone, städtisch, ländliche Gebiete, ob mit oder ohne Schnee, dass also der Algorithmus mehr und mehr lernt, mit diesen vielen Szenarien umzugehen. Wir suchen natürlich die ganze Zeit nach Verbesserungsmöglichkeiten. Diese sind nicht nur mathematischer Natur, sondern man kann natürlich auch höhere Bildauflösungen zum Beispiel benutzen. Im Moment benutzen wir eine Bodenauflösung von 60 Zentimeter pro Pixel. Es gibt natürlich inzwischen viel hochaufgelöstere Daten, die man dafür verwenden kann. Das ist eine Frage der Rechengeschwindigkeit und wie schnell das Modell angewendet werden kann. Langfristig wollen wir diesen Detektionsalgorithmus auf andere Objekte anwenden, zum Beispiel um Solarmodule zu erkennen, Klimaanlagen, Einzelbäume zu klassifizieren, auch in eigenen einzelne Arten oder neue Gebäudegrundrisse zum Beispiel extrahieren damit. Ich würde an dieser Stelle jetzt gern weitergeben an meinen Professor Döni Jordan, der dieses Thema vertiefen wird und Ihnen einen Einblick geben wird, wie diese neuronalen Netze, von denen wir jetzt gesprochen haben, die Detektionen auslösen können, überhaupt funktionieren. Ich begrüße Sie meinerseits zum heutigen Kolloquium bei Swisstopo und freue mich außerordentlich, hier in diesem Rahmen des STDL mitzuwirken. Ich hoffe, ihr seht meine Folie, die erste Folie. Ist das der Fall? C'est parfait, oui. Tito. Gut. In diesem Beitrag geht es um die Funktionsweise von maschinellem Lernen, insbesondere vom Deep Learning, wie wir es auch im Rahmen des Projektes bereits verwendet haben. Aber was steckt hinter dieser Technologie, von der immer wieder mal behauptet wird oder zu hören ist, dass sie bald die menschliche Intelligenz übertreffen soll? Beim maschinellen Lernen oder im Volksmund auch künstliche Intelligenz handelt es sich kurz und bündig um Methoden, die dazu dienen, Erfahrung zu automatisieren. Und dabei ist das Hauptziel aus der Vergangenheit für die Zukunft so zu lernen, dass Fehler nicht reproduziert werden. Aber das ist nichts Neues, auch der Mensch handelt nach diesem Prinzip. Und man könnte fast aber auch meinen, dass die Maschine hier per se überlegen ist, weil sie einfach nicht mit Bauchgefühlen konfrontiert ist, sondern rein rational die richtigen Entscheidungen treffen kann. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Maschinelles Lernen hat immer mit empirischen Daten zu tun. Diese sind teilweise ungenau oder unterliegen einfach Unsicherheiten messtechnischer Art. Sie umfassen nicht das ganze System, das untersucht werden soll, oder sie wurden aufgrund von subjektiven Kriterien erhoben. Meistens ist es eine Kombination von diesen Faktoren. Und das heißt, die Maschine muss lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Das ist nicht die größte Stärke von mathematischen Methoden. Gut, wir bringen jetzt einmal maschinelles Lernen im Zusammenhang mit diesem Küstenbild, mit dieser Küstenlandschaft. Die Maschine wird hier nicht Feriengefühle entwickeln wie wir, aber immerhin könnte sie dazu dienen, die Boote zu detektieren und vielleicht zu klassifizieren in Bezug auf die Häuser, die an Land sind. Und der erste Schritt, der da verfolgt wird, ist eigentlich immer der, dass die Maschine angelernt werden muss. Und das geschieht dadurch, dass ihr zunächst einmal die Objekte
mit ihren Klassen, das heißt die Ground Truth mitgegeben wird und aufgrund von der kann die Maschine dann Regeln selbstständig entwerfen, um diese beiden Objektklassen zu separieren und die Objekte auch zu detektieren. Man spricht von dem Training der Maschine und das dient dann dazu, dass sich das Ganze, dieser Algorithmus anwenden lässt auf neue Daten in Zukunft, auf zukünftige Daten. Sind diese erlernten Regeln gut? Sind sie generalisierbar? Wie ist die Güte der Klassifikation? Hier sehen wir bereits so, dass die Regeln nicht perfekt sind. Es wurden offenbar auch Boote an Land gestellt. Diese werden dann entsprechend mit der gelben Küstenlinie als Häuser klassifiziert. Gut, jetzt bringen wir maschinelles Lernen so in einen mathematischen Kontext. Keine Angst, es wird nicht kompliziert, aber es ist die Sprache, in der es umgesetzt wird. Wir betrachten hier so eine Distanzmessung und die Messungen sind entweder beispielsweise in der Toleranz als blaue Punkte oder nicht in der Toleranz als rote Punkte. Man spricht hier von einem Merkmal, von einer Distanz, die verwendet wird und die Maschine wird natürlich keine Schwierigkeiten haben, diese beiden Cluster, diese beiden Klassen zu unterscheiden. Zum Beispiel mit einem Threshold Value, dafür braucht es keine Maschine. Der Nutzen lässt sich vielleicht erahnen, wenn wir ein zweites Merkmal, eine zweite Distanzmessung hinzunehmen und die beiden Klassen separieren wollen. Aber auch hier wird es keine Schwierigkeiten geben, zum Beispiel durch eine Linie, durch eine Gerade, die eben den Abstand maximiert. Man spricht dann bei der Methode um eine Support-Vector-Maschine. Es gibt andere Strategien des maschinellen Lernens. Wir lernen einfach die Grundbegriffe anstelle oder anhand dieser Support-Vector-Maschinen kennen. Wir wollen dann später neuronale Netze in Form des Deep Learning dazu kennenlernen. Und die erste Schwierigkeit bei allen diesen Methoden ist immer, wenn neue Daten dazukommen. Es folgen Fehlklassifikationen, die Regeln lassen sich nicht generalisieren. Für eine Maschine eigentlich aber auch kein Problem. Zum Beispiel bei der Support-Vector-Maschine transformiert man die Daten in einen höherdimensionalen Raum. Hier genügen 3 Dimensionen und gewichtet sie mit einer Kernel-Funktion, hier einer Gauss-Funktion und schon genügt eine lineare Trennebene, um wieder eine perfekte Trennung zu erreichen. Aber es stellt sich die Frage, sind diese Regeln wirklich besser? Oder haben sie einfach nur die Daten auswendig gelernt und man spricht dann von einem Overfitting an die Daten, etwas, das man unbedingt vermeiden will. Und dazu gilt es, folgende 3 einfache Grundregeln zu beachten. Man verwendet für das Training Trainingsdaten und für die Validierung, also für die Überprüfung der Güte der Klassifikation, entsprechend Validierungsdaten. Man sollte auch möglichst viele Daten verwenden und zwar auch solche, die die Problemstellung einfach genügend gut abdecken. Und am Schluss sollte man auch Testdaten zur Verfügung haben, um wirklich dann die Güte der Klassifizierung an völlig unabhängigen Daten zu beurteilen. Richtig nützlich wird maschinelles Lernen erst dann, wenn man hochdimensionale Daten hat. Jetzt zum Beispiel wie hier ging es darum, im Großraum von Bonn Gebäudeklassen zu detektieren, 7 Klassen anhand von OpenStreetMap. Bildern und von amtlichen Daten. Es erfolgte daraus eine Feature-Extraktion, eine Extraktion von Merkmalen, die relevant sind für die Klassifikation dieser 7 Gebäudetypen, zum Beispiel die geometrischen Eigenschaften von Gebäuden, aber auch die Nachbarkeitseigenschaften. Und man spricht hier von einem Feature Engineering. Das ist eine Schlüsselstelle im Rahmen des klassischen maschinellen Lernens. Man muss dafür die Daten gut kennen, man muss die Aufgabenstellung gut kennen und eben auch die richtigen Merkmale der Maschine zu präsentieren. Immerhin wurde da im Jahre 2011 bereits eine Gesamtgenauigkeit von 90% erreicht. Das ist eigentlich sehr hoch, auch heute noch. Und das Nachteilig ist einfach diese Extraktion von Merkmalen, die sehr aufwendig ist. Das ist so der Kern des klassischen maschinellen Lernens, in dem das eben zuerst diese Merkmale verwendet werden, um dann automatisch in der Maschine Regeln zu entwerfen, die die Klassifikation vornehmen. Anders beim Deep Learning, da umgeht man diesen ersten Schritt, indem dass man der Maschine die Rohdaten, häufig Bilder präsentiert. Diese werden in einem neuronalen Netz hier in der Mitte dargestellt, prozessiert. Es werden da Merkmale selbstständig extrahiert und eine Klassifikation vorgenommen.
Das Ganze ist auch nicht ganz neu. Es hat ein neurophysiologisches Vorbild, nämlich das menschliche Gehirn zum Beispiel. Hier sind einige Neuronen so in einem Netzwerk dargestellt, in einer elektronenmikroskopischen Animation. Ein einzelnes solches Neuron besteht aus dem Zellkörper der Soma, einem großen Baum, dem Dendritenbaum. Das ist sozusagen der Baum, der den Anschluss an vorangeschaltete Neuronen erlaubt, und gefolgt von einem Axon, das ist ein langer Fortsatz, der in die Synapsen mündet, und diese erlauben wiederum den Anschluss an die nachgeschalteten Neuronen des Gehirns. Werden jetzt Reize empfangen von vorangehenden Neuronen, gelangen sie in den Dendritenbaum, diese werden integriert, gewichtet, und im Zellkörper wird entschieden anhand einer Aktivierungsfunktion, ob jetzt diese Information stark genug ist, ob dieser Reiz, zum Beispiel ein Schmerzreiz, stark genug ist, um diesen weiterzuleiten. Wenn ja, wird ein Aktionspotenzial in Form eines elektrischen Impulses ausgelöst, wird als Ionenstrom dem Axon entlang fortgesetzt und schließlich über diese hochkomplexen Schnittstellen, den Synapsen, an weitere Neuronen geleitet. Mit Neurotransmittern wird hier entschieden, sind die relevant oder nicht für die nachfolgenden Neuronen. Jetzt muss man sich vorstellen, das Gehirn besteht aus etwa 100 Milliarden solcher einzelner Zellen, die jeweils verschaltet sind mit bis zu 20.000 vorangehender Zellen. Das Ganze sieht auf der funktionellen Ebene so aus, also im makroskopischen Sinn, das ist die Hirnrinde, der äußere Bereich des Gehirns, der Cortex. Und da sind diese Neuronverbände nicht zufällig organisiert, sondern in Schichten, streng hierarchisch. Man spricht von niedrigen oder höheren Schichten. Zum Beispiel empfängt der auditorische Kortex in diesem Temporallappen die Information des Ohrs. Hier erfolgt die primärauditorische Verarbeitung. Sie wird weitergeleitet zu den höheren Arealen, zum frontalen oder frontoparietalen Kortex. Und hier geschieht die bewusste Informationsverarbeitung, zum Beispiel das Detektieren, das Klassifizieren, Interpretieren von Bildern. Und ganz genau gleich ist das technische neuronale Netzwerk im Deep Learning organisiert. Man hat eine Inputschicht, die die Reize oder eben die Bilder empfängt, gefolgt von hierarchisch angeordneten mittleren Layern, den Hidden Layers, und gefolgt von einem Output Layer, der für die Klassifikation zuständig ist. In einem einzelnen Neuron, hier so als Kringel dargestellt, passiert wiederum fast das Gleiche auf einfache Art wie im menschlichen Vorbild. Es werden Reize empfangen, diese werden gewichtet, häufig mit Werten zwischen 0 und 1. Sie werden integriert und anschließend mit einer Aktivierungsfunktion wird entschieden, ob der Schwellwert genügend groß oder anhand eines Schwellwertes entschieden, ob es genug groß sind, werden dann an die nachfolgenden Neuronen weitergeleitet. In einer Schicht ist das letztlich nichts anderes als ein Eingangsvektor, der mit einer Gewichtsmatrix gewichtet wird, plus noch ein Biasvektor, der so eine Korrektur der Lage ermöglicht, mehr nicht. Die freien Stellschrauben werden jetzt genutzt, um einer Klassifikationsaufgabe gerecht zu werden. Also muss ein Schraubendreher fast so ein bisschen an diesen Gewichten herumdrehen, bis das Ganze der Klassifikationsaufgabe, zum Beispiel der Detektion von Schwimmbädern, entspricht. Wir schauen das an einem sehr einfachen Beispiel an, nämlich der Detektion von handgeschriebenen Ziffern von 0 bis 9. Wir nehmen da mal die Ziffer 9, stellen sie als Graustufenmatrix dar, jetzt zum Beispiel hier dieses Pixel mit einem Wert von 0,5-fach. Die lässt sich aufrollen als Eingangsvektor und dem Netzwerk präsentieren. Das heißt, wir legen diese 9 einfach als Vektor an das Netzwerk an. Es wird hier in 2 Schichten prozessiert und hoffentlich kommt dann am Ausgang im Idealfall die Zahl 9 als eine 1 für die sichere Detektion der Zahl, und andere Zahlen werden mit der Zahl 0 oder der Ziffer 0 eben gewichtet. Das ist der Idealfall. Die Realität, die sieht ganz anders aus. Da kommt zum Beispiel so etwas am Schluss zum Vorschein. Man muss sich vorstellen, dass das Netzwerk hier nicht in einem konfigurierten Zustand ist, sondern in einem Zufallszustand, initialisierten oder vorkonfigurierten Zustand, der eben nicht genau dieser Aufgabenstellung entspricht. Und entsprechend entsteht hier hinten dann eine Fehlinterpretation dieser neuen. Es besteht also Handlungsbedarf. Und die Aufgabe ist, wie gesagt, einfach. Wir müssen einfach mit diesen Schraubendrehern an den Gewichten herumdrehen, bis am Schluss hier die 9 erscheint.
Aber das Problem in diesem einfachen Netzwerk beispielsweise sind es schon 13.000 Stellschrauben und das ist nur die Spitze des Eisbergs, weil wir wollen nicht nur die 9 detektieren, sondern auch die 0 und alle anderen Ziffern auch und die 9 auch in unterschiedlichen handschriftlichen Versionen. Und da braucht es jetzt so eine Strategie, wie wir da fortfahren wollen. Der erste Schritt, wir vergleichen den Ist-Zustand, wie er ausgegeben wurde, mit der Ground Truth, dem Soll-Zustand. Und da bieten sich mathematische Methoden an, zum Beispiel einfach der Vergleich dieser einzelnen Ziffern und die gewichten wir mit einem quadratischen Mittel. Es folgt dann sozusagen der euklidische Abstand zwischen diesen beiden Vektoren und wir erhalten einfach einen Wert, der uns angibt, wie groß ist der Abstand vom Ideal. Je kleiner der ist, desto besser. Bei 0 ist es optimal. Entsprechend erhalten wir die Loss-Funktion, eine Funktion von allen diesen Stellschrauben, eine riesengroße Funktion mit vielen, vielen Variablen drin. Und die geht es darum zu optimieren. Das mathematische Verfahren dazu sieht wie folgt aus. Wir erhalten hier im einfachen Beispiel bei 2 Stellschrauben so eine Fläche und wir wollen einfach in ein Minimum hineinfahren. Der Gradient oder der entgegengesetzte Gradient weist uns den direkten Weg oder rechtwinklig zu den Höhenlinien in so ein Minimum hinein. Und das wäre so die Antwort darauf. Aber das ist rechentechnisch nicht beherrschbar, weil es einfach zu viele Variablen gibt. Da gibt es so algorithmische Lösungen dafür, dass man geht nicht direkt runter, sondern schlängelt sich einfach so Stück für Stück runter mit einer Backpropagation. Man geht von hinten gegen vorne ins Netzwerk, um diese Justierungen vorzunehmen und verwendet auch nicht die ganzen Trainingsdaten, sondern nur kleinere zufällige Teile. Und so erhält man für jeden Iterationsschritt einen Satz von besseren Modellparametern. Die friert man ein, geht in die nächste Iteration und so schlängelt man sich darunter in ein Minimum. Es gibt ein konzeptionelles Problem, der Gradient, der weist in lokale Minima und wer weiß, vielleicht wäre das da hier Minima links nebendran das Bessere gewesen. So stellt sich ein bisschen die Frage, ist das ein guter Algorithmus, wann brechen wir ab? Können wir dieser Loss-Funktion wirklich trauen, dem Ergebnis? Was sind eben die Abbruchkriterien? Da gibt es verschiedene Strategien. Eine gewöhnliche ist die, man betrachtet die Loss-Funktion auf jedem Iterationsschritt auf den Trainingsdaten und stellt fest, die geht runter mit jedem Iterationsschritt. Man macht das genau gleiche parallel bei den Validierungsdaten und wird typischerweise das beobachten, dass es auch runtergeht mit dem Loss, also das Netzwerk wird besser trainiert, bis es zu einem Punkt kommt, wo die Validierungsdaten eine divergente Eigenschaft aufweisen. Die gehen plötzlich wieder hoch. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo wir in ein Overfitting hineinlanden. Also die Regeln lassen sich nicht mehr bestätigen und wir brechen entsprechend an diesem Punkt ab, bevor wir das Overfitting erreichen. Es wurden vorher schon unterschiedliche statistische Metriken erwähnt und so kann man anstelle der Loss auch weitere beobachten, zum Beispiel Metriken einfach aus der Konfusionsmatrix wie Precision und Recall oder andere auch. Man muss das ein bisschen je nach Aufgabenstellung abwägen. Jetzt haben wir ein ziemlich offenes Netzwerk angeschaut, bei der jede Stellschraube beliebig einstellbar war. Häufig verwenden wir, wie auch schon gesagt, sogenannte Convolutional Neural Networks, das sind die CNNs. Da bestehen die Schichten einfach aus Faltungen. Das sind nichts anderes als Bildfilter, zum Beispiel Hochpassfilter, wo Kanten angehoben werden, das dient zur Kantendetektion, oder Tiefpassfilter, das dient vielleicht eher zur Farbverteilungsangabe, gefolgt jeweils von einer Pooling-Schicht, in der sich lokale Merkmale extrahieren lassen und die Daten ein bisschen komprimieren lassen. Anschließend erfolgt der klassische maschinelle Lernteil. Da werden die Regeln erlernt, wie vorher auch dargestellt. Da kann man durchaus eine Support-Vector-Maschine verwenden oder aber auch ein neuronales Netz. Vielleicht eine etwas pikante Information. Das Ganze ist nichts anderes als eine mathematische Funktion, eine Polynomfunktion, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Die ist zwar in sehr vielen Variablen, aber es stellt sich ein bisschen die Frage, wo ist da die Intelligenz? Das hat mit unserer Intelligenz eigentlich nichts zu tun. Und trotzdem lassen sich diese Netzwerke super gut anwenden.
Wir haben sie in einem Projekt der Arealstatistik der Schweiz zum Beispiel angewendet, im Auftrag des BFS und in Zusammenarbeit mit Exolabs. Und da geht es in der Arealstatistik darum, die Schweiz in 72 Bodenbedeckungs- und Nutzungsklassen aufzuteilen anhand von flächendeckenden 4 Millionen Stichprobenpunkten. Also in einem 100 Meter Raster geschieht das, und zwar aktuell in 6-Jahres-Rhythmus. Das ist eine wichtige Information auch zur Prognose der Raumentwicklung und des Ressourcenmanagements. Hier sehen wir so einen Ausschnitt mit aggregierten Klassen aus der Nordwestschweiz. Eine riesige Arbeit, die viel Manpower erfordert, und da ist im Rahmen der Dateninnovationsstrategie des BFS war das Ziel, dass man einfach das Nutzungspotenzial des Deep Learnings, des maschinellen Lernens für diese Aufgabe eruiert. Hier sind eine Klasse anhand von 2 Stichproben dargestellt. Das ist die Bodenbedeckungsklasse befestigte Flächen. Die sehen sehr unterschiedlich aus, und das liegt daran vor allem, dass der Mittelpunkt für die Klassifikation entscheidend ist. Also hier ebenfalls eine Straße. Das heißt, die Maschine hat mit einer riesengroßen Varianz zu kämpfen, und trotzdem erreichen wir mit modernen Verfahren, mit mehrstufigen Algorithmen, Klassifikationsgenauigkeiten von über 80% in dieser Klasse, bei Wäldern sogar über 95% und insgesamt für die 72 Klassen über 80%. Das geschah nicht nur anhand der Luftbilder der primären Informationsquelle, sondern auch anhand von Zeitreihen, von Satellitendaten, amtlichen Daten, Höhenmodellen, die wir da einfließen ließen in dieses maschinelle Lernen. Grundsätzlich eignet sich Deep Learning gut für die Klassifikation, Detektion von Merkmalen in Geodaten. Das hängt damit zusammen, dass da große Datenmengen zur Verfügung stehen, mittlerweile auch hohe Rechenleistungen, effiziente Algorithmen. Man spricht so 2012 von einem Big Bang des Deep Learning, wo eben alle diese 3 Komponenten in genügend hoher Anzahl oder Leistungsfähigkeit vorhanden sind. Das Ganze hat eine Schattenseite, das gelingt nicht automatisch, sondern nur dann oder vor allem dann, wenn die Anforderungen an die Methoden respektiert werden. Und ich glaube, das ist wirklich eine der Stärken des Swiss Territorial Data Lab. Wir haben hier eine Crew von Spezialisten, die diese Methoden sehr gut kennen, den Umgang mit Geodaten sehr gut kennen. Und insofern bin ich da absolut zuversichtlich, dass das eine super schöne Plattform wird, einfach um das Potenzial des maschinellen Lernens in aktuellen und relevanten Anwendungen kennenzulernen, zu beurteilen, neue Deep Learning Technologien zu untersuchen, zu vergleichen und dann letztlich eben auch die Bereitstellung von prototypischen Verfahren bereitzustellen anhand von aktuellen Anwendungen im Zusammenhang mit Geodaten in der Schweiz. Da freue ich mich außerordentlich, dass das insofern möglich ist. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und gebe auch gleich weiter noch einen Beitrag. Un petit peu de ce survol de tous ces aspects techniques, nous allons finir par vous présenter un petit peu cette brique technologique qu'est la plateforme du STDL. Donc, cette plateforme est vraiment le contexte et le carcan dans lequel on a conduit les recherches sur ces fameuses détections de différences. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, donc pourquoi finalement nous avons développé cette plateforme et quels sont les problèmes auxquels cette plateforme répond. Donc, le premier et le plus grand des problèmes qui nous est apparu, c'est
surtout dans le cadre de la géodonnée, c'est la taille des modèles. C'est-à-dire que dans la géodonnée, on a beaucoup de modèles qui viennent de différentes sources et qui posent tous, ou quasiment tous, le problème de la taille, et il est extrêmement difficile d'en extraire la richesse pour cette raison-là. La deuxième motivation, c'est finalement, face à ces modèles qui sont déjà intrinsèquement très lourds, comment fait-on lorsqu'il en existe plusieurs versions? C'est-à-dire comment fait-on pour pouvoir tenir compte du fait qu'un certain nombre de modèles peuvent retranscrire une réalité, mais à des temps différents. Une autre chose que nous avons cherché aussi à résoudre, c'est comment faire pour que tous les modèles puissent communiquer à l'intérieur d'une seule plateforme. C'est-à-dire que tous les modèles, quel que soit le type des modèles, que l'ensemble des modèles puissent être injectés et considérés au travers d'une seule plateforme. Et une autre question qui est aussi très importante, c'est finalement comment assure-t-on la diffusion de ces données? Ces données sont volumineuses, sont complexes, et surtout, ce qui est très difficile avec ces données, c'est qu'on ne veut pas qu'à chaque fois que quelqu'un en a besoin, qu'il aille avoir ces données, une copie de ces données, et donc on s'est tourné bien évidemment vers une stratégie réseau pour la diffusion efficace de ces données. Donc, pour vous présenter un petit peu la plateforme, on va parcourir ses principales fonctionnalités que nous allons illustrer rapidement par des exemples concrets. Donc, en tout premier lieu, c'est finalement qu'est-ce que l'on entend par rendre exploitable un modèle, c'est-à-dire comment, qu'est-ce que cela signifie de transformer un modèle volumineux en un modèle facilement accessible. L'autre chose que nous allons illustrer, c'est finalement comment nous avons résolu ce problème des versions temporelles de ces différents modèles et comment il est possible, à travers cette plateforme, de non seulement naviguer à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Et nous allons aussi parler de cette fameuse communication qui peut s'établir entre différents types de modèles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles en nuage de points, on peut avoir des modèles vectoriels, et traditionnellement, ces différents types de modèles sont traités séparément. Et là, à travers cette plateforme, étant donné qu'ils peuvent être injectés dans un carcan unique, il est possible de commencer à les faire communiquer et à de les mettre en perspective les uns des autres. Et nous allons revenir brièvement un tout petit peu sur ces modèles de différence que nous vous avons présentés déjà dans la première présentation, pour vous montrer un petit peu comment on peut généraliser ces résultats à d'autres types de données. Donc, pour commencer avec l'exploitation des données, vous avez ici un exemple assez concret et assez parlant. Il s'agit ici d'un modèle en nuage de points qui est le modèle topographique qui couvre l'ensemble de la planète, donc qui a été fait durant une campagne spatiale. Donc, ce modèle-là est un exemple assez typique d'un modèle très difficile à manipuler puisqu'il pèse à lui seul à peu près 500 gigas. Donc, c'est un modèle qui, monolithiquement parlant, est très difficile d'accès. Et une fois injecté dans la plateforme, ce que la plateforme va faire, c'est d'autoriser un accès complet et efficace à l'ensemble des parties du modèle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à l'ensemble des parties du modèle et aussi à l'ensemble des échelles à laquelle on pourrait souhaiter voir le modèle. Vous avez ici un exemple qui est assez similaire, qui est cette fois-ci le modèle LIDAR de la ville de Genève, donc qui est aussi un modèle complexe à manipuler étant donné sa taille. Et on voit aussi que, à travers l'injection de ce modèle dans la plateforme, ce modèle devient complètement accessible et permet de pouvoir exploiter sa richesse, quel que soit le point de vue, quelle que soit l'échelle à laquelle on le considère. Vous avez ici un dernier exemple qui est cette fois-ci un modèle vectoriel. Donc, il s'agit ici du cadastre Interlys complet de la Suisse. Donc, il s'agit d'une snapshot complète du modèle Interlys sur toute la Suisse. Et on peut voir aussi qu'à travers cette plateforme, on arrive à accéder à l'ensemble des parties du modèle, quel que soit le point de vue que l'on désire, que ce soit le point de vue d'un utilisateur ou le point de vue d'un processus automatisé. Als wir über eine 4D-Plattform sprechen, ist es wirklich wichtig, über Zeitmanagement hinzufügen. Die Idee ist, dass wir in der Plattform verschiedene Daten in verschiedene Zeiten injizieren können und dann diese Daten auch analysieren und vergleichen in generell. Aber die Idee ist auch, dass diese Injektion muss wirklich fließend sein und nicht wie normalerweise ist, dass du musst immer hin und her gehen, viele Klicks mit der Maus machen und das möchten wir in unserer Plattform nicht. Wieso kann man auch historische Daten vergleichen, analysieren und eine wirklich fließende Navigation haben. Hier haben wir ein Beispiel. Das sind 3 Modelle von LIDAR in Genf. Und wenn wir über LIDAR denken, ist es schon ein sehr großes Modell. Und wenn wir in 3 verschiedene Zeiten diese 3 verschiedene Daten analysieren, bekommt es noch größere Modell. Und normalerweise würde das ein Problem für eine Software sein. Und hier ist es wirklich problemlos. Und wir können wirklich fließend durch diese Datenzeiten navigieren.
Vielleicht das wichtigste Wort in unserer Plattform ist Kommunikation. Und wenn ich Kommunikation sage, bedeutet ich die Idee, dass man viele verschiedene Daten von vielen verschiedenen Natur in der Plattform injizieren kann. Und dann kann man auch navigieren in dieser Plattform. Das ist, was bedeuten wir, wenn wir auch Interaktivkommunikation sagen. So gibt es die Möglichkeit, um Raster, um Vektoren zu injizieren. Und das kann auch sein LiDAR, das kann auch RGB-Bilder, Interlease, Shapefiles und Meshes in general. Das kann fast alles sein. Und am Ende mit das haben wir eine wirklich universelle Plattform. Hier haben wir auch ein paar Beispiele. Das ist die erste am links ist 3D-Buildings von Genf mit Interlease, die zusammen sind. Und auch LiDAR mit Farben am rechts mit Interlease auch. Die sind auch das ist auch ein großes Modell. Das können wir auch in der Plattform injizieren. Das ist auch bekannt auch in Swisstopo. Das ist Swissimage von Swisstopo. Und es ist RGB-Bilder mit, ich glaube, 20 cm und mit Interlease zusammen injiziert. Pour reprendre un petit peu ce thème de la communication entre les modèles, donc Uriel vous a montré que ces modèles peuvent communiquer entre eux, mais ils peuvent aussi communiquer au sein d'un même type à travers le temps. Et le fait d'avoir tous ces modèles qui communiquent au sein d'une même plateforme, il est possible de généraliser ce concept de modèle de différence et de le considérer finalement comme une dérivée temporelle des modèles et d'accéder ainsi à des représentations des différences, quelle que soit la nature ou le type de données. Et on accède ainsi à cette information, quel que soit le type de données. Donc pour vous donner un exemple ici concret, nous avons cette fois-ci appliqué le modèle de différence sur deux modèles, en comparant deux modèles LiDAR de la ville de Genève. Donc ici, vous avez tout premièrement à gauche un exemple d'un bâtiment qui est illuminé comme une différence. Donc l'algorithme nous indique que quelque chose a changé. Effectivement, en regardant les données, on constate que ce bâtiment est apparu entre ces deux dates, donc entre les deux campagnes LiDAR, et qu'il est présent dans un modèle mais pas dans l'autre. Un autre exemple assez intéressant qui est ici à droite, où on a aussi un modèle qui nous montre l'apparition d'un bâtiment, mais elle nous montre aussi une différence qui est intéressante. C'est une différence qui se développe dans la troisième dimension, dans le sens où cette différence finalement apparaît à cause d'une construction qui a été faite au sommet d'un bâtiment. Donc c'est quelque chose qui est mis en place pour travailler sur le toit. Et on voit que cette différence-là serait très difficile à détecter dans d'autres modèles, des modèles planimétriques notamment, car ce genre de différence n'implique aucun changement de l'emprise au sol du bâtiment. Donc ici, nous avons... Wir haben noch ein anderes Beispiel, ein Video, zu schauen, um die Plattform zu schauen. Das erste Beispiel ist Swissimage von Swisstopo mit Swissalti, auch Swisstopo. Die sind beide zusammen injiziert. Und das ist la chaux de fond, Neuchâtel. Vous avez ici un deuxième exemple d'un modèle qui est injecté dans la plateforme. Donc, il s'agit cette fois-ci du canton de Turgovie. Donc, l'ensemble du cadastre de Turgovie a été injecté dans la plateforme et on voit comment il est possible de réellement naviguer, manipuler, d'accéder au modèle, quelle que soit l'échelle et le point de vue que l'on cherche à adopter par rapport à ces données. Das ist noch einmal LiDAR mit Interlease. Das ist Genf. Und hier kann man auch die Dichte von den Punkten sehen. Die Punktwolke. Et finalement, comme dernier exemple, vous avez ici une animation qui représente la mobilité des Suisses. Donc c'est un cas d'exemple assez intéressant puisque le modèle, il compose un contexte topographique au travers d'un nuage de points, des modèles vecteurs pour représenter les trajectoires, et on voit une utilisation intensive de la dimension temporelle pour créer cet effet d'animation et tirer parti de la capacité temporelle de la plateforme. Als wir über Kommunikation gesprochen haben,
Die Idee ist, dass wir viele verschiedene Daten von vielen verschiedenen Natur injizieren können. Und was haben wir schon, die wirklich user-friendly ist die bekannten Höhenmodelle, die Bilder, RGB-Bilder, Interleaves und auch LiDAR. Aber was möchten wir auch verbessern, ist für Meshes und Shapefile. Das kann man schon injizieren, aber wir müssen es verbessern, um es so fließend wie möglich zu machen. Pour terminer cette présentation sur la plateforme, un petit mot sur cette architecture réseau, donc cette stratégie réseau. Donc la plateforme en fait est un service qui est accessible à travers le réseau et qui permet justement d'implémenter toute une gamme d'utilisation possible de cette plateforme. Donc, la plus simple finalement, c'est d'avoir la plateforme et l'utilisation de la plateforme sur une machine unique qui peut être isolée de tout réseau. On peut avoir une utilisation similaire mais tout en donnant l'accès à la plateforme au réseau. Et on peut avoir une utilisation plus classique où il s'agit d'une machine dédiée qui va simplement héberger le service. Et bien évidemment, utilisant le réseau, on peut ouvrir ces accès à la plateforme, par exemple au réseau local, de permettre aux collaborateurs d'accéder à la plateforme, que ce soit à travers des machines utilisateurs ou des machines processus. Donc, ces utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir de données préalablement pour pouvoir travailler dessus. Et bien évidemment, on peut continuer cette ouverture à travers le réseau Internet et permettre à des acteurs externes, que ce soit des utilisateurs ou des processus, d'avoir un accès efficace à l'ensemble des données dont ils pourraient avoir besoin. Pour conclure cette présentation de plateforme, finalement, les perspectives que l'on suit au travers des développements de cette plateforme, c'est d'abord, en premier lieu, de stabiliser les troisième et quatrième dimensions, c'est-à-dire la hauteur, mais aussi le temps. Alors, c'est quelque chose qui est en chantier dans de nombreux domaines et nous espérons aussi apporter une contribution avec cette plateforme. Nous allons aussi dans cette direction de cette notion du data to knowledge et ces modèles de différence en sont un bon exemple. Ces modèles de différence s'appuient réellement et entièrement sur cette capacité d'accéder efficacement à tout type de modèle pour pouvoir en calculer les représentations qui nous donnent accès à des informations qui n'étaient pas présentes ou qui étaient difficiles d'accès préalablement. Et évidemment, on cherche aussi, bien évidemment, à conserver cette plateforme tant pour être un service aux utilisateurs, mais aussi être un service efficace pour les processus qui ont besoin d'un accès intensif et très efficace à ces genres de jeux de données. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Laurent Nigler. Vous avez vu un certain nombre d'aperçus, un certain nombre de possibilités de ce projet qui s'appelle donc le Swiss Territorial Data Lab. Cela permet de faire plein de choses. Ce projet a été bien entendu monté pour expérimenter et tester des idées dans le domaine de la géoinformation. Je suis sûr que pendant cette heure de présentation, vous avez eu quelques idées en se disant « Tiens, je pourrais peut-être résoudre tel ou tel problème que j'ai aujourd'hui dans mes domaines géographiques. J'aurais envie de tester telle et telle méthode. Je ne suis pas sûr que les résultats soient atteignables. » Eh bien, n'hésitez pas, adressez-vous à nous. On peut voir comment est-ce qu'on arrive à répondre à vos besoins. Donc, le STDL, donc le Swiss Territorial Data Lab, on l'appelle par son petit nom STDL, permet donc de tester, d'expérimenter, de décrire, d'aider, de vous aider. Ça s'adresse notamment aux entités administratives, que ce soit la Confédération, que ce soit les cantons et les communes, mais aussi, bien entendu, à des entreprises privées, à la société civile, ou à des citoyens, si les citoyens ont des questions ou des idées innovantes dans le domaine de la géoinformation, on est ouvert à toutes sortes de propositions. Le STDL est axé, bien entendu, pas sur toutes sortes de données, mais on est plutôt axé sur un certain nombre de données qui s'appellent, bien sûr, la géodonnée du territoire. On a aussi on peut aussi s'adresser, travailler sur le BIM, sur l'Internet des objets. Notre élément aussi est un élément lié à la qualité, processus qualité. Pour justement toutes ces données géographiques, ce serait bien de pouvoir améliorer la qualité de certaines données. Donc, s'il y a des méthodes ou des processus qui pourraient être testés dans ce domaine, ce serait aussi intéressant. Bien entendu, il y a des méthodologies pour acquérir des données.
Tout à l'heure, on parlera d'un cas particulier qui est l'inventaire des arbres isolés, par exemple. Ça s'adresse bien entendu par exemple en zone urbaine, mais aussi en campagne, voire en montagne. Je pense qu'il y a des questionnements ou des méthodes ou des idées qui peuvent s'appliquer sur tout le territoire. Comme on l'a dit au tout début, c'est aussi de la co-création. C'est pas rien que une entité qui crée de la donnée, mais si on peut travailler avec plusieurs acteurs du territoire pour créer, pour contrôler, pour améliorer nos données du territoire, c'est aussi une bonne chose. Donc n'hésitez pas. Intelligence artificielle, bien entendu, des algorithmes, le cycle de vie des objets, toutes ces choses-là sont des domaines sur lesquels nous sommes prêts à se pencher avec cette plateforme donc, du Swiss Territorial Data Lab. Alors, si vous avez des idées, comment est-ce que vous pouvez nous les faire savoir? Donc, nous, on a imaginé deux possibilités. Soit vous avez des cas simples, c'est-à-dire que c'est des problématiques ou des choses à tester qui rentrent pleinement dans nos ressources, nos compétences, notre expérimentation. Eh ben, vous pouvez vous adresser directement à nous. C'est par exemple d'explorer des possibilités techniques en matière de données, par exemple sur la 3D, dans la mensuration officielle, détecter des objets simples dans des images ou dans des lidars. Vous avez vu qu'on a une plateforme qui commence à être assez forte dans ce domaine-là. Par contre, l'autre possibilité, c'est que si vous avez une thématique particulière pour laquelle nous avons certes peut-être une plateforme qui permet de tester plein de choses, mais on n'a pas les compétences d'une thématique particulière, que ce soit, je sais pas, dans le domaine de la biologie ou de la nature ou, je sais pas moi, dans les transports, eh ben, vous pouvez faire appel à la plateforme, mais en complétant, en amenant les ressources nécessaires de compétences particulières à une thématique particulière. Donc voilà, nous, on ouvre ces deux possibilités. Alors, si vous voulez profiter de ce dispositif, vous avez une idée à tester, donc notre équipe peut être contactée directement sur info@stdl.ch. Et puis, j'aimerais juste rappeler que c'est un projet qui est financé par l'infrastructure nationale de données géographiques pour 5 ans. Donc, ça vaut la peine de profiter maintenant de cette infrastructure. N'attendez pas quelques années, parce que ça y est, ira plus. Et puis, surtout, il faut savoir que c'est tout ce que l'on teste, tout ce que l'on crée, on le publie, ce sera libre de droit. Donc, c'est très important pour nous. C'est pas réservé à la société ou au canton ou à un office fédéral qui fait les demandes. C'est pas du cachet, c'est vraiment à disposition de la collectivité. Et puis surtout, ça utilise beaucoup de données et valorise les données du territoire au niveau national et les données publiques, bien entendu. Voilà, je vais passer la parole pour la suite à donc Raphaël. Merci Laurent. Donc, je vais conclure, puis ensuite on passera à la session des questions et je vous remercie. On a reçu un certain nombre de questions dans le chat. N'hésitez pas à en envoyer les nouvelles si vous le souhaitez. Donc, je voulais vous donner juste un aperçu des travaux en cours ou sur lesquels on va prochainement travailler. Comme ça, comme disait Laurent avant, il y a soit vous pouvez venir avec des idées ou vous pouvez bénéficier des expérimentations qu'on va faire. Une première expérimentation d'ailleurs que Denis a mentionné, c'est la statistique de couverture du sol. Donc on va également l'année prochaine travailler là-dessus de manière rapprochée avec l'OFS qui a fait ses premiers travaux là-dessus, puis aller plus loin. Une autre thématique importante sur laquelle on est en discussion avec les différents offices cantonaux de l'énergie, c'est les panneaux thermiques qui sont intéressants. Notamment, on va commencer en décembre avec un premier cas d'usage en discussion avec le canton de Neuchâtel qui souhaite justement et est en train de vouloir mettre à jour son registre des panneaux thermiques et surtout avoir aussi une dimension géographique puisque actuellement ils n'ont pas la position exacte d'où se trouvent ces panneaux. Donc ça, c'est une des thématiques importantes qui va nous occuper ces prochains mois. Une deuxième thématique en lien avec le registre des bâtiments et des logements, le fameux REGBL ou GWR en allemand.
c'est qu'en fait, au travers de l'extension de ce registre des bâtiments à tous les bâtiments publics et pas uniquement des bâtiments d'habitation, on va essayer de déterminer la période de construction de ces bâtiments. Et comme vous pouvez l'imaginer, on va pouvoir capitaliser sur l'expertise que vous a présentée Uriel et puis Nils avant de détection de changement, cette fois-ci probablement en travaillant sur des datasets qui sont les cartes nationales pour pouvoir ressortir cette information. Et puis un troisième enjeu qui est revenu plusieurs fois, qui est un enjeu qui est d'ailleurs pas nouveau puisque de nombreux projets s'attaquent à cette thématique, c'est la fameuse thématique des arbres isolés, qui pour la qualité de vie en ville est un enjeu majeur. Et si je prends par exemple l'exemple de ceux qui nous ont approchés pour faire ça, qui est en premier lieu le canton de Genève avec la ville de Zurich et puis la ville de Lausanne. On voit par exemple sur Genève, il y a plus de 500 000 arbres isolés qui sont existants, dont seulement la moitié, 250 000, sont répertoriés. Et ça a pris à peu près 20 ans pour faire cet inventaire. Donc voilà, on sent un potentiel de pouvoir, avec ces nouvelles technologies, de pouvoir arriver à un inventaire le plus exhaustif possible, en combinant une fois encore, comme vous l'avez bien compris, les technologies et l'humain et les audits et les vues directes. Donc voilà, ça c'est pour les perspectives. Donc je propose maintenant de passer, on a encore un petit quart d'heure au maximum, puisque je sais qu'en ligne, il est compliqué de rester très longtemps. Donc je pense qu'on va définitivement éviter de déborder dans le temps qui nous est imparti. Par contre, je vais me remettre à ma place et puis je vais poser les questions qui sont arrivées à l'audience dans la salle qui pourra y répondre. Alors voilà. Alors parfait. Donc j'avais une première question qui est revenue. On va partir sur le thème des piscines. Donc une question posée par plusieurs personnes était la suivante: est-ce que la période de vol printemps-été joue un grand rôle dans la détection des piscines, et plus particulièrement par exemple si on fait ça en fin d'hiver, début d'automne, quand les piscines sont vides, il n'y a pas d'eau. Est-ce que ça joue un rôle dans vos algorithmes? La question soit Alessandro ou Adrien, ou les deux peuvent commenter. La question, donc, Denis Jodan a bien expliqué, les méthodes de ce deep learning sont très intéressantes parce que c'est l'algorithme qui génère quelque chose qu'on appelle permettant de parvenir à des résultats de détection potentiellement corrects. Ça passe pas seulement par les caractéristiques spectrales de la question, la piscine. Donc, bien sûr que nous avons tous l'image d'une piscine bleue avec l'eau bleu ou vert, par exemple, mais en fait, grâce à ces méthodes-là, qui dépassent, disons, sur certains cas d'usage, c'est le cas notre cas d'usage, les méthodes plus traditionnelles de machine learning, c'est aussi des contextes qui jouent en fait un rôle important, et pas seulement la couleur, les informations spectrales, comme je l'ai dit. Donc, d'ailleurs, on pourrait les compléter par des images aussi infrarouges, on pourrait ajouter de l'information. Les détections que nous avons implantées jusqu'à présent sont basées sur des orthophotos acquises l'été. Cependant, on avait déjà des piscines vides, des piscines couvertes, et nous avons pu constater avec, bien sûr, une grande satisfaction, c'est que l'algorithme était capable aussi de détecter ce genre d'objets. C'est plus difficile, bien sûr, mais du moment que dans les données d'apprentissage, donc les données qu'on appelle de tétérants, de référence, il y a des exemples, des échantillons de ce type d'objets. Eh bien, l'algorithme, parce qu'en fait, il ne fait que émuler, copier, que faire pareil, en fait. Donc, de plus, la donnée d'apprentissage est représentative des tâches qu'on souhaite déléguer à cette intelligence artificielle, et plus on parvient à les convaincre. Pour l'instant, nous n'avons que détecté des piscines les mettant toutes dans le même bac, la même case que les piscines. On pourrait à l'avenir créer des catégories supplémentaires visant à
expliciter la différence entre une piscine avec de l'eau et son piscine entre guillemets classique, une piscine couverte, une piscine vide, pour pouvoir mesurer, évaluer de façon objective la pertinence des prédictions sur ces différentes classes. Merci Alessandro. Alors, une prochaine question qui est venue, celle-ci sur la détection des différences que j'adresse cette fois-ci à Lauriane et puis à Annie, c'est est-ce que le modèle de différence peut détecter l'évolution d'une excavation, notamment dans le cas d'une extension d'une carrière ou d'une barrière? Alors oui, l'exemple sur les nuages de points est à mon avis le plus pertinent dans ce cadre d'application. Aujourd'hui, je pense qu'il est relativement simple de faire des campagnes photogrammétriques et d'en déduire des nuages de points. Et ces nuages de points, tant qu'ils sont géoréférencés et positionnés dans le temps, peuvent être soumis à ces algorithmes de détection des différences. Et on pourrait effectivement suivre l'évolution et comprendre l'évolution, c'est-à-dire comprendre les déplacements de terre qui sont faits à l'intérieur de la gravière. Et on pourrait effectivement voir tout un historique et voir les étapes. Par contre, bien évidemment, on est tributaire de la précision du modèle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que nous représente le modèle. On ne peut pas avoir des déplacements trop précis comme celui d'un caillou, bien évidemment, mais si les objets que l'on cherche à voir l'évolution sont suffisamment importants, comme des pentes de pentes, des choses comme ça, oui, on pourrait suivre assez précisément l'évolution d'une gravière au cours du temps. Merci. Puis d'ailleurs, ça suit peut-être une question à reclarifier qui me semble assez claire sur est-ce que les différences sont calculées à partir des différences en géométrie ou bien juste en utilisant les attributs d'ajout de la géométrie? Alors, ça, c'est une bonne question. Effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Ces modèles de différence s'appuient sur le modèle lui-même, c'est-à-dire que c'est le modèle qui est analysé pour en déduire des différences. Et il ne faut pas confondre le but des différents modèles. C'est-à-dire qu'un modèle lidar, c'est par exemple un modèle qui est une mesure de la réalité. Un cadastre, c'est un petit peu différent. Un cadastre, c'est une transcription de la réalité. Donc, on y voit des choses qui, effectivement, suivent l'évolution de la réalité, mais on y voit aussi d'autres choses, comme par exemple ces changements de cadre de référence. Et effectivement, là, il faut bien faire attention que la détection des différences sur le cadastre détecte l'évolution du cadastre lui-même, et non pas ce que le cadastre représente. Indirectement, on a accès, effectivement, à cette information, mais elle n'est pas... Ce n'est pas l'information primordiale que l'on mesure en faisant des différences sur le cadastre. Parfait, merci. Une question qui vient d'arriver allemand pour Adrian. Frage an Adrian Meyer. Was sind die größten Schwierigkeiten bis jetzt bezüglich Ihrer Implementierung? Welche Modelle sind benutzt worden? Also unser Ansatz hat ein Deep Learning Modell des sogenannten Telsnet 50 haben wir verwendet. Das ist jetzt schon ein paar Jahre alte Implementierung eines neuronalen Netzwerks mit 50 verschiedenen Schichten. Es gibt aber auch neuere Architekturen, die noch tiefer verschachtelt sind. Die größte Schwierigkeit ist immer an ausreichend qualitativ und quantitativ herausstehende Trainingsdaten heranzukommen. Also wenn wir jetzt Schwimmbäder detektieren, funktioniert das relativ gut, weil wir uns auf das Kataster stützen können, wo sehr viele Schwimmbäder schon gut erfasst sind. In einem anderen Projekt, wenn es zum Beispiel um Solarpanel-Detektion geht, dann ist es etwas schwieriger, das zu machen, weil wir die Basisdaten selbst erheben müssen. Das heißt, wir müssen Leute anstellen oder ihre Aufgaben so festlegen, dass sie mehrere hundert bis mehrere tausend dieser Objekte erfassen und dann lassen sich diese dann auch relativ gut detektieren. Da sehe ich eigentlich die Hauptschwierigkeit. Wir haben Zugriff auf großartige Computing-Ressourcen, also das ist auch, es ist heute nicht mehr wahnsinnig schwierig, so einen Trainings-Run durchzuführen. Ich denke, dass es in Zukunft vor allem in die Richtung gehen wird, dass man halt versuchen wird, verschiedene Klassen von Objekten parallel auf immer komplexer werdende Netzwerke anzuwenden.
Und das steht und fällt mit der Verfügbarkeit von guten Trainingsdaten. Ouais, merci Ariane. J'en ai une autre qui me semble intéressante que je vais pouvoir peut-être répondre et ensuite Laurent pourra compléter. Donc il y a le canton de Berne qui a dit que l'exemple des piscines était très intéressant et il se demandait comment ces modèles peuvent s'appliquer pour la mise à jour périodique de la mensuration officielle. Et donc c'est exactement un des enjeux, évidemment, vous l'avez bien compris, on a commencé par les piscines puisqu'il fallait choisir un objet. Mais à terme, comme on va essayer d'avoir de plus en plus d'objets qui seront détectés, notamment aussi les changements naturels qui sont très intéressants pour justement ces mises à jour périodiques comme les forêts, les cours d'eau. Donc ça serait une des choses qu'on trouve extrêmement intéressantes de pouvoir finalement aider à la planification des mises à jour périodiques en utilisant cette analyse. Je ne sais pas si tu veux aussi compléter, Laurent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça va permettre d'aider à faire des planifications. Nos systèmes d'annonce qui passent essentiellement par les demandes d'autorisation de construire échappent à un certain nombre d'objets. Et avec ces techniques de détection, on va prendre les techniques de compression des piscines, il y a toutes sortes d'objets qui, donc aussi dans la mise à jour permanente, échappent à nos systèmes d'annonce, les couverts, les trucs comme ça. Et avec la 3D, je pense que la surrévélation des immeubles, par exemple, est quelque chose qu'on ne verra peut-être pas, difficile, quand on commence à faire de la mise à jour 3D des bâtiments, ce genre d'outils, détecter les gens qui n'annoncent pas leur mise à jour. Ouais, merci Laurent. Une autre question qui vient d'arriver, c'est la suivante. Avez-vous fait ou prévu des tests de machine learning sur le LiDAR afin de détecter des objets tels que les lignes à haute tension au lieu d'alimenter le TLM 3D? Qui veut se lancer dans la réponse? Oui, évidemment, oui, c'est clairement un sujet d'étude. Il existe déjà un certain nombre de résultats dans ce domaine-là. Les LiDAR entrent déjà dans les réseaux de neurones, raisons de classification. Donc, il y a déjà des algorithmes de classification de LiDAR par les réseaux de neurones qui fonctionnent bien. Évidemment que la détection d'objets. Évidemment que la détection d'objets est un thème qui passera aussi par la 3D. La 3D pose simplement des problèmes aujourd'hui d'annotation et d'entraînement. Donc, ce sont des modèles qui sont difficiles encore à faire entrer dans les réseaux de neurones. C'est tout à fait possible, mais ça reste encore des opérations complexes. L'annotation sur les images de points est quelque chose qui est difficile encore, il y a des outils qui manquent dans ce domaine-là, mais c'est très clairement une direction dans laquelle on va essayer d'aller. Et si vous avez des exemples, des cas d'application très concrets dans ces domaines-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter et à ce qu'on puisse lancer des premières recherches autour de cette thématique. On cherche franchement des utilisateurs pour vraiment tester leurs besoins. Parfait, merci. On arrive à la fin de cette session, donc on va pas vous garder beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on est déjà très heureux de vous avoir eu et d'avoir suivi attentivement ce colloque. Je voulais profiter pour terminer aussi d'annoncer le prochain colloque qui aura lieu le 29 janvier l'année prochaine, qui parlera des 175 ans de la carte topographique de la Suisse. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire le colloque qui suit. Et puis, comme on l'a dit, on serait très heureux d'avoir des plus amples contacts avec vous. Vous pouvez nous contacter à info@stdl.ch. Le code et tout ce qu'on produit est également disponible sur GitHub sous STDL. Et puis, nous sommes en train de développer un site internet qui a déjà un certain nombre d'informations. Donc, si vous pouvez effectivement aussi aller sur stdl.ch pour y consulter les travaux en cours. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end.